La fin de la guerre au Moyen-Orient où les deux parties jouent-elles la comédie pour atteindre leurs objectifs? Jeudi matin, le président américain Donald Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu entre Israël et le Hamas sur la première phase d'un accord de paix. Qu'est-ce que cela implique? Cela inclut Cela inclut Analysons les détails de l'accord signé, puis ceux de l'accord qui n'a pas encore été signé. Premièrement, Hamas s'engage à rassembler et à restituer à Israël de 20 à 40 personnes d'ici mardi. Personne ne connaît le nombre exact, mais il s'agit, comme on dit, des otages survivants. Deuxièmement, Israël retire ses troupes vers des lignes de sécurité convenues. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Israël garde sous contrôle 50 comme cela a été annoncé, 3% du territoire et du gaz. C'est après le retrait des troupes. Troisièmement, Israël libère plus de 200 000 prisonniers palestiniens, parmi lesquels 250 purgent une peine de prison à perpétuité. Troisièmement, Israël a gardé un droit de veto sur certaines municipalités. Les personnes particulièrement impliquées dans des actes de cruauté, notamment celles qui ont participé à l'attaque du 7 octobre, ne seront pas libérées. Quatrièmement, l'accord prévoit un accès élargi aux organisations humanitaires internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, la Croix-Rouge, etc., pour la livraison de nourriture et de médicaments. Ce document est en cours de signature, ou sera signé, d'après ce que je comprends, dans un avenir proche. Pour ainsi dire, ce week-end, cela s'est produit en raison de la pression exercée par la Turquie, le Qatar et l'Égypte sur le Hamas. Ce week-end à cause de l'Égypte. Le cessez-le-feu prendra effet après la ratification de l'accord par le cabinet israélien. Cette phase est considérée comme préparatoire à l'accord principal, y compris la reconstruction, qui comprendra la restauration de Gaza et la participation à la vie politique de Gaza, c'est-à-dire comment sera organisée la gestion de Gaza. Eh bien, Israël et l'Amérique parlent d'une organisation terroriste là-bas, du type PLC. L'eau et le Hamas ne devraient avoir aucun lien avec la gestion de Gaza à l'avenir. Dans les prochains mois, eh bien, on ne sait pas encore quand la partie finale des négociations est attendue. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on s'attend à ce que les négociations commencent assez rapidement, mais personne ne sait vraiment quand elles se termineront et aucune limite n'a encore été fixée. Nous sommes avec Robert Greenway, l'architecte des accords d'Abraham. Robert, c'est tellement important. Je souris toute la journée et la nouvelle vient de tomber. Les États-Unis envoient environ 200 soldats en Israël pour soutenir et surveiller Gaza. C'est une bonne initiative. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous et merci de m'avoir invité. Et comme vous et beaucoup d'autres, je souris depuis que j'ai entendu cette nouvelle.
Voyez-vous, nous ne connaissons pas encore les détails sur ce que fera la Force internationale de maintien de la paix ou d'observation, ni quel sera le rôle des États-Unis. Il n'est pas surprenant que les États-Unis mobilisent comme plus de ressources pour assurer le transfert des dépouilles et des otages. Et donc, tant que nous ne connaîtrons pas les détails de ce qu'ils vont faire, je pense que nous pouvons soutenir le président et faire confiance à son jugement. Reconnaître qu'ils sont probablement absents de Gaza, mais qu'ils apportent un soutien. Rappelons-nous le grand Frédéric Bastiat et son ouvrage « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». On ne voit toujours pas comment les parties pourraient ne parvenir à un accord pour que le Hamas se dissolve, quitte Gaza et cesse de jouer un rôle dans la vie politique de l'enclave. Mais Israël veut récupérer les otages, tandis que le Hamas souhaite 1 mois ou 2 de répit. Et peut-être qu'après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ils vont maintenant prendre des décisions pour eux-mêmes. Si rien ne fonctionne par la suite, Israël rappellera de nouveau les réservistes et ira à Gaza pour achever le Hamas. Et les dirigeants du Hamas, bien sûr, espèrent que l'opinion mondiale reviendra à condamner Israël dans quelques mois. Et surtout, ils réussiront à convaincre les Turcs et les Qataris de ne pas accepter l'expulsion du Hamas, son désarmement et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire au moins essayer de faire pencher en leur faveur ce qui vient d'être discuté et accepté par la majorité des pays. Eh bien, vous avez raison, dans le sens où vous avez raison. Certaines des choses les plus difficiles viendront après le transfert. La perte de levier et le soutien international ont contraint le Hamas à accepter l'accord. Le président Trump et son équipe, bien sûr, qui méritent tous les éloges. Les prochaines étapes après le transfert seront parmi les plus difficiles. Vous voyez, nous n'avons pas vu. Cela s'est produit au Liban où les technocrates devaient prendre le contrôle du gouvernement et le Hezbollah n'a pas encore cédé le contrôle. Je ne sais pas si la même chose se produira ici, mais le retour des otages et la perte de cet effet de levier ouvrent de grandes possibilités pour des mécanismes de responsabilité qui pourraient être mis en place s'ils ne parviennent pas à effectuer cette transition. Et bien sûr, la reconstruction ne peut pas avoir lieu si les technocrates ne viennent pas et s'il n'y a pas une certaine forme de sécurité mise en place. La guerre qui continue. Mais bien sûr, le 7 octobre marque ce jour, 2 ans depuis le début de tout cela, cet acte terroriste qui a eu lieu. Accueillons Jonathan Schanzer, directeur exécutif de la Fondation pour la défense des démocraties, un ami de l'émission. Merci de nous avoir rejoints sur Live Now de Fox. Cela fera bientôt 2 ans depuis le début. Quels traits marqueront cette 3e année et que pouvons-nous attendre l'an prochain? Je pense que tout le monde espère maintenant la fin du conflit et je pense que beaucoup de choses dépendent en réalité de l'accord que Donald Trump a conclu avec les Israéliens et même pas avec le Hamas, mais précisément avec le Qatar. Je pense que beaucoup de choses sont en réalité liées à la frappe aérienne que les Israéliens ont menée le 9 septembre. Ils ont essayé d'éliminer plusieurs hauts dirigeants du Hamas en plein jour, en plein centre de Doha, la capitale du Qatar. C'est à ce moment-là que les Qataris ont dit « Vous savez quoi? Je ne pense plus qu'il vaille la peine d'être les hôtes du Hamas, d'être les protecteurs, les soutiens financiers du Hamas. » Maintenant, beaucoup dépend du fait que les Qataris aient ou non de l'influence et des leviers sur le Hamas pour régler cette affaire. Mais c'est exactement ce que nous attendons tous maintenant si les Qataris peuvent vraiment amener le Hamas, les forcer à libérer les otages et enfin déposer les armes. Ils sont déjà vaincus depuis 6, 8 ou 10 mois. Nous savons que le Hamas ne peut pas gagner cette guerre. Il ne voulait tout simplement pas la perdre. Et maintenant, il semble que tout dépende de ce seul protecteur. Dans ce micro-État du Golfe Persique, le Qatar. Maintenant, tout le monde les regarde pour voir s'ils pourront enfin amener le Hamas à mettre fin à cette guerre. Tout le monde. C'est vrai qu'il invite à dîner danse avec elle. Le Qatar a dépensé des centaines de millions de dollars pour le Hamas et autant pour organiser des manifestations pro-Hamas dans les universités américaines, dans les rues d'Europe et ainsi de suite. S'ils abandonnent cette politique qui a attiré l'attention du monde sur ce tout petit État, l'activité pro-palestinienne et pro-Hamas dans le monde diminuera considérablement. En fait, Donald Trump a proposé au Qatar un accord incroyablement avantageux, comme on disait dans Le Parrain, une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Le Qatar investit 500 milliards de dollars dans la biotechnologie et l'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce qui, très probablement, rapportera un bénéfice 5, 10, voire 100 fois supérieur.
Et en plus, le Qatar dépensera encore 700 milliards de dollars pour des achats aux États-Unis et pour des co-entreprises entre les États-Unis et ses voisins. Et d'une certaine manière, si les concurrents du Qatar ont aussi investi dans de nouvelles technologies. Aux États-Unis, je parle de Saoud et des Émirats. Ils ont signé des accords similaires et sont devenus de facto partenaires et alliés des États-Unis d'Amérique en se liant à nous par des intérêts financiers et autres, d'énormes intérêts financiers. Si les Qataris ne sont pas idiots, ce dont je doute, cela ne leur est pas avantageux. Il n'est pas avantageux de faire quelque chose qui pourrait fortement déplaire à Trump et, en général, à la direction américaine. C'est un autre exemple des manœuvres à plusieurs niveaux de Trump et de sa façon complexe de résoudre les problèmes. Intéresser les partenaires financiers du Hamas avec quelque chose d'inaccessible pour eux, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais réaliser eux-mêmes. Par exemple, transformer $1 trillion en 10 trillions. Mais ils ne peuvent absolument pas y parvenir, en leur expliquant que leurs voisins le font déjà et qu'à côté d'eux, ils auront l'air de nains. Tout le monde a toujours peur de ça, que tes voisins deviennent incroyablement riches, deviennent puissants, alors que toi, pour ainsi dire, tu restes petit et faible. Et puis, les gars, si on fait ça, on va mettre fin à toutes les guerres au Moyen-Orient. On va vous construire là-bas une terre où coulent des rivières de lait et de miel, avec des rives engelées pour ainsi dire. Et à un peuple heureux et qui vous glorifie, qui vous célèbre. Remarquez, le peuple n'intéresse jamais personne. Encore une fois, qui a raté ça? Jamais, jamais personne ne se soucie du peuple, mais glorifier le peuple est agréable. Mais revenons à Hamas et à la route qui s'ouvre devant eux. Eh bien, quelque chose. Tout d'abord, Hamas a été vaincu il y a longtemps. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les États-Unis continuent de fournir des armes à Israël, malgré toutes les pressions, malgré toutes les condamnations dans le monde entier. Je pense que Donald Trump a maintenu sa position. C'était une démonstration remarquable de résilience, de soutenir notre allié et de leur permettre de terminer cette guerre. Le Hamas ne pouvait vraiment plus continuer à se battre. Ils étaient trop faibles pour se battre et je pense qu'ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour mettre définitivement fin à cette guerre. Et je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Mais je pense aussi que, vous savez, tout cela a commencé, à mon avis. Le 9 septembre, les Israéliens ont lancé une attaque au centre de Doha, au Qatar. C'est là que se trouvait la direction du Hamas. Les Qataris pensaient que personne ne les frapperait jamais. Personne n'aurait jamais osé faire cela. Quand cela est arrivé et que les Israéliens ont agi, les Qataris ont regardé autour d'eux en disant « Attendez une minute, nous avons besoin d'aide des États-Unis pour être protégés. Pouvez-vous nous offrir une protection ?» Et Donald Trump est intervenu, je dois dire que c'était un coup de génie. Il a dit « D'accord, nous pouvons vous aider, nous pouvons garantir que vous ne serez plus jamais attaqués. Mais vous devez maîtriser le Hamas, vous devez mettre fin à cette guerre, vous mettez fin à cette guerre. » John Schanzer a dit qu'il est difficile d'exprimer en pourcentage le succès ou l'échec, le succès de la deuxième phase. Permettez-moi d'être pessimiste et de dire que la réalisation de tous les points restants du plan de règlement pacifique tels qu'ils existent actuellement a environ 0 chance. Bon, d'accord, je ne vais pas être aussi pessimiste. Disons qu'ils ont 10% de chance. Je voulais dire 1% et j'ai dit 10. Bon, soyons optimistes, ils ont 10%. Ce qui est écrit sera accompli. Maintenant, les points modifiés et la signature du traité avec les points modifiés, c'est-à-dire pas dans la version proposée par les États-Unis, existant. Si on change ici et là, à tel ou tel endroit, alors je donnerai à cela probablement 30%. Eh bien, et si rien ne fonctionne, la guerre continuera avec tous les Lakomas Softsy ou ceux qui refusent de se rendre. Je donnerai à cela 60%. Donc, 10% que l'accord sera tel qu'il est, rédigé maintenant, 30% que l'accord aura d'autres conditions diverses, 60% que rien, ni tchoubou. Donc cela ne dépassera pas la première phase, et le carnage continuera. Je considère que c'est une répartition très optimiste, parce que cela signifie encore 40% de chance pour la panse pour la paix. Messieurs,
Et avant cela, pendant 2, peut-être même 2500 ans, il n'y avait aucune chance, aucune. 0, moins que 0, puis soudainement 40%. C'est une énorme hausse. Donc c'est déjà remarquable. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que Donald Trump a rassemblé tous les acteurs du Moyen-Orient, donc autour de lui. À l'exception de l'Iran, une activité commune très lucrative liée à l'Arabie saoudite. En gros, pratiquement 1,2 milliard de sunnites. Voilà. Et ils vont aller de l'avant en s'éloignant de l'Iran enlisé dans le Moyen-Âge. Là-bas, l'Arabie saoudite et 1,2 milliard de musulmans sont sunnites, tandis que l'Iran et 400 millions sont chiites. C'est pourquoi la distance avec ses ennemis, bien plus important que l'ennemi imaginaire, est essentielle. Israël est très important pour les vainqueurs et il est très douloureux pour les perdants. En Chine, à cause de Trump, la lutte pour écarter Xi Jinping s'est intensifiée. Et quelque part autour de 2 milliards, du 20 au 23 octobre, ils tiennent la 4e session plénière du comité central du parti. Eh bien, en gros, nous allons le découvrir. C'est une sorte de rassemblement du parti, une fête du parti, et nous allons le savoir, s'il est resté ou s'il a perdu de l'influence. S'il est écarté du poste de secrétaire général, cela signifiera un tournant dans les relations avec les États-Unis. Il peut se rester président et attendre le prochain congrès du parti en 1927. Mais il sera déjà sans pouvoir, car on lui aura retiré le commandement de l'armée et des forces de sécurité. Donc à Hollywood, il faut suivre. Probablement, un changement d'attitude envers les États-Unis entraînera également des changements dans le soutien à la guerre de la Russie. Ici, les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats offriront à la Chine notre pétrole et gaz, et la Russie n'aura plus qu'un seul gazoduc vers la Chine, le reste étant livré autrement. La catastrophe financière sera presque russe. Vous voyez, tout est en réalité interconnecté. Je pense que Modi en Inde aussi, à ce moment-là. Eh bien, au minimum, il aura des ennuis, ou il pourrait tout simplement tomber à cause d'un choix désespérément mauvais d'ennemis et de partenaires. Eh bien, c'est juste un choix désespérément mauvais. Mais ça, c'est déjà un effet ricochet. Pour l'instant, les États-Unis, Israël, les pays producteurs de pétrole, ceux qui ont déjà signé les accords d'Abraham et ceux qui vont encore les signer, d'après les rumeurs, même l'Indonésie s'y prépare. Ils ont formé une alliance basée sur la coopération et l'intérêt mutuel. Bienvenue de nouveau sur Live Now de Fox, où nous continuons à suivre les derniers développements concernant la signature par Israël et le Hamas de la première phase de l'accord sur Gaza. Nous diffusons en direct du monde entier ici depuis Gaza. Je souhaite aussi vous montrer une publication de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux. Il y est écrit, en citant le président Trump, « Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont signé la première phase de notre plan de paix, le bienheureux artisan de paix. » Nous sommes maintenant rejoints pour en discuter par Lucas Tomlinson de Fox News qui va nous aider à analyser tout ce qui s'est passé. Alors Lucas, dis-nous comment ça s'est passé. Eh bien, Karel, c'est un plaisir de vous rejoindre ce matin. Cela ne doit pas être sous-estimé, c'est une percée historique au Moyen-Orient. Et au cours des 2 dernières années, nous avons vu des combats intenses à Gaza, nous avons vu des otages être capturés le 7 octobre, et maintenant, environ 20 otages survivants restants à Gaza doivent être ramenés vers leurs familles. Lundi, le président Trump a déclaré qu'il allait se rendre dans la région. C'est une belle réussite. Le président Trump a envoyé son gendre Jared Kushner et son envoyé spécial Steve Witkoff en Égypte, à Sharm el-Sheikh, station balnéaire de la mer Rouge, pour rencontrer des représentants du Hamas et du Qatar. En effet, ce n'était pas la dernière chose, ce n'était pas un seul événement qui a conduit à la percée. On peut dire qu'Israël a démantelé le Hamas au cours des 2 dernières années. Le Hezbollah a également provoqué un changement de régime en Syrie et Israël a aussi détruit le Hezbollah au Liban. N'oubliez pas, le président Trump a également mentionné les frappes aériennes américaines contre les sites nucléaires iraniens en juin, l'affaiblissement de l'Iran, la rupture de leurs liens avec la Méditerranée après la chute du régime d'Assad. Israël frappe également les dirigeants du Hamas, ou du moins essaie à Qassar. Cela a clairement montré aux dirigeants qataris que la guerre devait cesser. Et bien sûr, on ne peut pas surestimer la joie ressentie non seulement en Israël, mais aussi à Gaza par de nombreux Palestiniens.
Bien sûr, nous avons vu les files d'attente, la souffrance de certaines personnes. Là-bas, les gens voulaient simplement que cette guerre se termine. C'était la lassitude, Karel, qui nous a menés là. Mais le président Trump et son équipe méritent beaucoup de mérite. Il ne semblait pas que le président Trump ait jamais agi de manière formelle. Il était très impliqué dans la situation à Gaza et, selon les responsables, insistait auprès des dirigeants arabes et du Premier ministre israélien pour exiger un cessez-le-feu. Dans les prochaines 72 heures, nous verrons si tous les otages seront libérés ou seulement un tiers à nouveau, et les autres presque pas du tout. Ici, personne ne sait comment les terroristes vont agir, mais la direction du Hamas, qui a déjà gagné des milliards de ponts depuis longtemps grâce aux tunnels, à la construction, à l'armement, aux fraudes alimentaires, ils peuvent très bien en décider. Basta. Et alors les commandants de terrain, comme Miri, dans les tunnels, devront décider chacun pour soi. Après mardi, nous reparlerons de tout ça. En attendant, mesdames et messieurs, à la prochaine.